Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir l'ex-commissaire de la Direction générale des renseignements généraux, Hubert Marty-Brayance. On va parler de Club Le Siècle, on va parler d'État profond, on va parler évidemment de sa carrière, de Bilderberg, de Bérégovoy aussi un petit peu quand même. Comment allez-vous, cher comment on dit monsieur le commissaire encore? Ben, vous pouvez me dire monsieur le commissaire, même si je suis en retraite depuis plusieurs années, mais bon, c'est un titre comme les gens qui sont juges ou généraux qu'on garde toute sa vie, même presque jusqu'à sa mort, hein. Même un préfet, il est plus préfet depuis 20 ans, tout le monde va lui dire monsieur le préfet ou monsieur le juge. Donc, monsieur C'est le vrai. commissaire, ça me va très bien. Moi, quand je suis arrivé dans mes services que j'ai dirigés, il y avait des archives absolument énormes. On avait, on avait des fiches qui remontaient à la Troisième République, qui remontaient à 1938, 39, 40. On avait des archives de Vichy, celles qui n'avaient pas été expurgées. Et puis, on avait toute la vie politique, syndicale, associative depuis 1945. C'était énorme. C'est-à-dire que vous alliez prendre le dossier de quelqu'un, eh bien, vous aviez toutes ces déclarations, les articles de presse, les informations depuis 45. Et c'était une base de données monumentale. Alors évidemment, je dirais que ça a beaucoup servi sous la quatrième, sous la cinquième jusqu'à Mitterrand-Chirac. Mais quand l'ère Sarkozy est arrivée, toute cette histoire leur a fait peur. Ils ont dit bon, il faut balayer tout ça. Il y a trop d'informations compromettantes. Ça nous gêne beaucoup. Alors, ce qui fait que la plupart des archives ont disparu, ont été détruites ou ont été versées aux archives départementales. Ça dépend des départements. Si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est la mémoire. La mémoire. Et les gens n'ont pas de mémoire. Et quand on voyait la carrière d'un homme politique depuis qu'il avait 20 ans, 25 ans, ben on comprenait tout son parcours. Par exemple, moi, j'ai eu un poste très, très sensible. J'étais directeur DRG dans la Nièvre, sous Mitterrand, après la réélection de Mitterrand. Donc, j'avais dans mon coffre-fort de bureau, j'avais la vie de Mitterrand en 3 tomes. Et il y avait tout dedans, mais absolument tout. Ses photos, ses lettres personnelles, sa vie privée, sa vie politique, ses soutiens, etc. C'était énorme ce qu'il y avait dedans. Et évidemment, moi, j'avais consigne en disant, ben ça, c'est surtout le dossier à ne pas sortir du bureau, ne pas sortir des archives, parce qu'il y avait tout. Après, ce qu'on a découvert en 94 avec la fille cachée, Mazarine, etc. Bon ben, j'avais quasiment tout dans le dossier. Pour moi, la vie de Mitterrand n'avait pas beaucoup de secrets, quoi. Tout le monde était fiché. Hein, c'était un peu la manie de la Stasi, si vous voulez. Et faut voir quand même une chose, c'est que les services de renseignement français après la guerre, ils ont été quand même drôlement chapeautés par la CIA, quand même. Il faut pas l'oublier, c'est que à la Libération, les Anglo-Américains ont quand même pris des sacrées positions sur l'Europe continentale. Et ce qu'on nous dénonce sur la Stasi du côté soviétique, eh ben, dans les pays de l'Ouest européen, ben, on avait quand même l'habitude de ficher et de voir un peu les parcours politiques de tout un chacun, quoi. Voilà. Moi, il y a un monsieur qui était venu me voir dans mon bureau, il était très sympathique et tout, il me faisait du gringue. Il voulait avoir un poste de consul honoraire de je ne sais plus de quel pays. Et bon, moi, il m'avait paru sympathique. Et mon adjoint m'a dit, surtout, commissaire, il faut pas du tout lui donner un avis positif parce que il est connu pour frayer avec des petits garçons ou des petites filles. Et voilà, il était porté sur les jeunes. Bon, moi, j'ai mis un avis négatif sur cette histoire. Le gars, il est venu me voir après dans mon bureau en me disant je suis pas du tout content, etc. J'ai dit oui, mais bon. Et ce malheureux monsieur, 3-4 ans après, s'est suicidé. Vous voyez, euh, on avait eu quelque part un bon pressentiment. On n'était pas que dans la négation, vous voyez. C'était un métier où il fallait vraiment faire la part des choses, voir à qui on avait affaire, faire œuvre de psychologie, parce que c'est pas la peine de traumatiser les gens à outrance, et puis aussi de favoriser aussi des gens qui le méritent pas, quoi. Alors après, le préfet, le sous-préfet, la chancellerie, la Légion d'honneur, ils prenaient leurs décisions, mais ils avaient une enquête qui tenait un peu la route. Et moi, quand je vois maintenant comment les décorations sont distribuées, excusez-moi, mais je trouve que c'est du n'importe quoi. Autant faire une loterie pour avoir la Légion d'honneur, mais non, je trouve que ça c'est trop galvaudé. Alors, je pense que l'accentuation, enfin l'inféodation de nos services avec la CIA, c'est un peu atténué
avec la chute du mur, la disparition de l'Union soviétique. Mais maintenant, je pense que avec la guerre en Ukraine et puis la nouvelle guerre, c'est plus une guerre froide qu'on a, c'est une guerre chaude. Avec la guerre chaude qu'on a, je pense que les services se sont un peu réorientés comme ils étaient après la guerre, quoi. Vous savez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Michel Maffezoli la semaine dernière. Il a fait des déclarations suite à sa démission du Grand Orient de France. Moi, je pense vraiment que l'influence de la maçonnerie a notablement décliné. Je pense que on n'est plus à l'époque révolutionnaire ou même à l'époque de Giscard où le Géo a fait une œuvre de progrès social pour la contraception, pour la libération de l'avortement, contre la peine de mort. Je dirais que c'était des combats salutaires et bien à cette époque-là qui ont été faits. Maintenant, je dirais que le pouvoir occulte, il est beaucoup plus diffus. Vous m'avez parlé, quand on a évoqué notre interview, de parler de l'état profond. L'état profond, c'est une réalité, il existe, il est clair, on pourra en parler, mais il ne faut pas voir ça là-dedans avec les loges maçonniques. Alors, l'état profond, j'ai réfléchi. Alors, aux États-Unis, il est clairement établi que c'est l'état profond qui commande les États-Unis, je dirais, bien avant l'attentat de JFK. Hein. Moi, je pense que l'état profond aux États-Unis, il apparaît certainement avec l'assassinat d'Abraham Lincoln. Alors, l'état profond aux États-Unis, il y a un bouquin fantastique que je vous recommande de lire. Il est écrit par Laurent, je me souviens plus du nom, mais c'est de JFK en septembre, 50 ans de manipulation. Je ne sais pas si vous avez vu ce bouquin. Et il développe bien comment l'état profond a incrusté l'appareil américain. Depuis qu'Eisenhower dénonçait la montée du lobby militaro-industriel américain. Il disait ça en 60, en quittant la présidence à Eisenhower, mais depuis, ça s'est notablement aggravé. Et là, je dirais qu'avec la guerre en Ukraine, on voit tout ça dans sa splendeur. L'appui démesuré en Ukraine, etc. Le salut de Zelensky avec un néo-nazi au Canada, personne n'en parle en France. Moi, franchement, quand on voit Zelensky, qu'on dit qu'il est proche des néo-nazis, et on voit un ancien Waffen-SS qui l'applaudit, on devrait quand même se poser des questions des fois. Hein, parfois. Alors, l'état profond, c'est tout sauf la démocratie, évidemment. C'est un groupuscule très puissant qui est caché, qui est occulte et qui manipule le pouvoir politique à sa guise. Ils utilisent des gens sans scrupules, des gens sans déontologie, des gens pour qui, que ce soit la démocratie ou les libertés publiques ou individuelles, tout ça n'a aucune valeur, n'a pas de prix. On vous montre comment on peut étouffer une affaire, comment on peut détourner de l'argent, détourner beaucoup de fonds, et les gens qui sont impliqués dedans, soit ils meurent brutalement, soit ils retombent dans l'oubli, et les enquêtes sont rapidement classées sans suite. Ça apparaît vraiment dans les années 30. Mais dans les années 30, vous savez, il y a un concept intéressant que j'aurais étudié, c'est le concept de synarchie. Qu'est-ce que c'est que la synarchie? Ce sont des industriels, des banquiers qui sont épris de technocratie. Alors, ils voyaient dans le Troisième Reich avec Laval, plus qu'avec Pétain, ils étaient plutôt pro Laval. Ils voyaient avec Pétain, avec Laval et puis la Révolution nationale, un système de pouvoir, évidemment, qui fait complètement fi du peuple, on s'en fout complètement du peuple et des élections, mais qui sert les intérêts de la banque, de l'industrie, de la recherche. C'est une espèce de nouveau pouvoir qui s'affranchit des élections, tout ça, ils en ont rien à cirer. Et cette synarchie, elle a survécu après la libération, parce que, évidemment, elle a rendu des services à tout le monde. Elle a rendu des services à Vichy, mais elle a rendu aussi des services à la libération. Parce que on n'a pas fait du tout table rase en 45. Il y a plein de gens qui ont servi sous Vichy, qui se sont recyclés sans problème sous la quatrième, et même dans les milieux gaullistes. Prenez l'itinéraire d'un Maurice Couve de Murville ou d'un Georges Pompidou. Ces gens-là n'ont pas du tout été inquiétés pendant la guerre. Ils ont fait de belles affaires à Paris, ça marchait très bien pour eux. Et après, ils ont eu un label de gaullistes fraîchement acquis, et puis ils ont fait carrière jusque dans les années 70-80. Je pense que ça serait pour moi, c'est un peu réducteur de dire Rothschild, c'est l'état profond.
Je pense que c'est plus que ça. Et ils ont leur mot à dire, évidemment, parce que quand vous manipulez des milliards, vous avez votre mot à dire sur quelques décisions que ce soit. Mais quand on fait des affaires comme les Rothschild, vous savez, on n'est pas amateur de scandale. Si on veut continuer les affaires, il faut pas créer d'émoi. Les affaires, ça se fait quand tout le monde bosse en silence, quand ça se passe bien. S'il y a des émeutes, s'il y a trop de morts suspectes, etc., c'est pas bon pour les affaires. Les affaires se font dans le silence quelque part. Alors, Rothschild, ils peuvent être dedans, mais moi je pense que l'État profond français, il a dû nécessairement s'adapter à la mondialisation et puis à la fin des blocs, parce que quand il y avait deux blocs, c'était facile. Les blancs, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'était très simple. Avec la chute du mur et la mondialisation, un monde multipolaire, c'est beaucoup plus difficile de voir où sont vraiment ses intérêts. Ben oui, ma carrière, elle a été clairement. J'ai une très belle carrière jusqu'en 2002, hein, jusqu'à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Après, ça a été pour moi un peu le déclin, mais on va pas parler de Sarkozy, vous le connaissez très bien. Bon, mais il faut voir que l'arrivée de Sarkozy en France, quelque part, c'est le retour de la CIA, parce que j'en ai parlé régulièrement. Qui a fait politiquement Sarkozy? Qui est le découvreur de Sarkozy? C'est pas du tout Jacques Chirac. C'est quand Sarkozy allait passer ses vacances aux États-Unis quand il avait 15-16 ans et qu'il a été chapeauté par le numéro 2 de la CIA qui s'appelait Franz Wissner. Et Frank Wissner, qui a été ambassadeur américain au Caire, c'était lui qui recrutait un peu le stay behind européen, c'est-à-dire les gens qu'on va mettre en place dans la politique, dans l'armée, dans la police pour muscler le stay behind qui avait été mis en place après la guerre. Il fallait une nouvelle génération. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé sur l'histoire d'Iana et à mon sens, c'est tout sauf un accident. Donc, et en plus, quand on veut tuer, on veut éliminer un personnage gênant pour un grand pays, il faut pas que ça se passe chez soi. Il faut que ça se passe à l'étranger. C'est une règle, je dirais que c'est une règle qui remonte un peu à l'Antiquité. Hein. Mais vous savez, mon idée, moi, c'est personnel, mais il n'y a pas que moi qui la partage. Mon idée, c'est que c'était pas vraiment Diana qui était visée. Je pense que c'était Al-Fayed qui était visé. C'était le fils. Mais je peux pas développer, j'ai des éléments, là, c'est trop court et je veux pas développer des idées que j'ai parce que j'ai enquêté aussi sur des personnages autour de Diana et qu'on retrouve dans d'autres affaires similaires. Et quand on retrouve la même personne dans 2, 3, 4 affaires, c'est plus une coïncidence. C'est clair que quand vous regardez les événements de 68, ça démarre le 22 mars à Nanterre et c'était avéré. Les services français, bon, moi j'étais pas à l'époque, j'étais gamin, j'étais pas dans les services, mais il était clair qu'ils avaient démontré des liens entre toute l'extrême gauche, les Cohn-Bendit, les Alain Gesmar, puis d'autres qui avaient été quand même sérieusement aidés, chapeautés par la CIA pour tirer le tapis sous les pieds de Gaulle qui emmerdait qui emmerdait l'OTAN. En gros, c'était clair qu'ils emmerdaient l'OTAN. Parce que de dire on sort du pacte intégré, on ferme l'immense base écoutez, la plus grande base aérienne européenne, elle était à Châteauroux. Châteauroux, c'était on a oublié ça, mais c'était tous les avions gros porteurs américains qui atterrissaient à Châteauroux pour amener du matériel, des soldats, etc. On était vraiment, on était une base comme l'était l'Allemagne fédérale. Regardez déjà les images de l'enterrement à Washington de JFK où De Gaulle met à peine Johnson et se barre en disant mais toi on sait que t'es dans le coup en gros. Alors moi j'adore quand on parle de complotisme, comme s'il n'y avait pas de complot, mais des complots il y en a depuis la Bible, il y a des complots, il y en a partout. Ça fait partie du genre humain les complots. Et après 63, 64, les relations franco-américaines deviennent absolument exécrables. On quitte l'OTAN et évidemment que ces étudiants qui vont faire chier le général, ben, il faut les aider et tout parce que si De Gaulle peut repartir rapidement et mettre à la place un Pompidou qui est très bien vu par Rothschild, c'est le rêve pour les Américains. C'est le rêve.
Et souvenez-vous que Pompidou, c'est quand même l'entrée rapide de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. À l'époque, c'était pas lui, dans l'entrée rapide. Et puis la fameuse loi du 3 janvier 73, où on va mettre la Banque de France et le Trésor français dans les mains de la finance internationale, ce à quoi De Gaulle et tous les vrais gaullistes s'étaient toujours opposés. Alors Macron, je dirais que c'est l'apothéose, mais ça a démarré avec Sarkozy, franchement. C'est là qu'on a commencé à perdre tout ce qui avait été construit par De Gaulle, continué par, moi je dirais jusqu'à Chirac, hein, en gros jusqu'à Chirac. Alors maintenant, je ne crois plus du tout que la politique se décide à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le niveau de débat est d'un ridicule absolument à mourir de rire. Attendez, nous emmerder avec l'histoire de l'abaya ou n'importe quoi. Mais tout ça, c'est du bidon. Tout ça, c'est du dérivatif. Tout se joue au niveau européen. Et tant qu'on restera dans cette Europe ingérable à 28, c'est plus tellement l'Europe maintenant. Je dirais que c'est une annexe de l'OTAN, hein. Une annexe de l'OTAN et de Big Pharma. Si les gens n'ont pas compris à quel niveau de corruption est cette Europe, je ne sais pas ce qu'il leur faut, hein, parce que franchement, la crise sanitaire, entre guillemets, qui pour moi est une crise complètement factice, pour moi c'est un truc inventé, a permis de voir les milliards qui se baladaient, parce que c'est un immense transfert d'argent public vers le privé, les laboratoires. Et c'est eux qui, alors, quand on a vu toutes les mesures coercitives qui ont été prises par Macron avec ses fameux conseils de défense, hein, allez, un conseil scientifique qui réunit une dizaine de soi-disant grands spécialistes, hein, et qui nous interdit de sortir de chez nous ou de faire plus de 10 kilomètres ou de prendre un café assis. Attendez, mais écoutez, j'ai eu le privilège même de voir les clichés radiographiques de Bérégovoy à l'hôpital de Nevers. C'est rarissime. Il faut vous dire qu'il n'avait pas du tout été atteint par des balles de 357 Magnum. Sinon, quelqu'un qui se tire une balle de 357 à bout portant, il a la moitié du cerveau arraché. Il a le cerveau qui part. Or, Béré, nous avons les photos. J'ai rexhumé les photos du photographe qui est allé en face du canal juste au moment où les pompiers arrivaient. Sa tête était intacte. Donc, c'était impossible que ce soit un 357 Magnum. Absolument impossible. Et discuter avec les pompiers, avec les médecins, avec les infirmières, il a été atteint de deux balles de petit calibre. Petit calibre. Pas de 357. Donc là, on voit le mensonge d'État tout de suite. On se dit, mais on a caché un assassinat. Parce que souvenez-vous que Bérégovoy, Premier ministre, il fait une déclaration à l'Assemblée nationale le 8 avril 92 avec sa fameuse liste en disant « Je vais chasser, je veux lutter contre la corruption en France ». Le malheureux, c'est le premier qui l'a dit à l'Assemblée et vous avez vu comment ça a fini pour lui. Donc, il avait l'intention peut-être de lutter contre la corruption, mais la corruption, elle était partout et elle est partout. Je dirais, si on me disait que l'État profond a pu commander l'élimination de Bérégovoy, je dirais là, c'est possible. C'est possible parce que c'était le syndicaliste, l'ouvrier gazier, qui a un CAP, qui devient Premier ministre et qui a l'impudence de dire bah, « moi, je vais lutter contre la corruption ». Oh là, et le système se dit « mais ça va pas, hein. Déjà, partant d'où vous étiez, vous êtes arrivé à Matignon, c'est déjà bien pour vous. Si vous commencez à chasser, à vouloir vider les écuries d'Augias, ça va pas du tout ». Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 93, loin d'être dépressif, sombrer dans la dépression, Bérégovoy voulait se présenter à l'élection de 95. Il avait monté un mouvement, il voulait dire, ben voyez, moi je suis pas issu de l'ENA, j'ai pas fait Polytechnique et tout, j'ai peut-être un projet tout simple de rassembler des gens qui veulent dire, ben oui, on va un peu quelque part se réapproprier le pouvoir. Bon ben il a pas compris qu'en face de lui, il y avait quand même ce qu'on avait appelé le mur de l'argent après la guerre. Hein. Sous Herriot, on parlait du mur de l'argent qui empêchait les politiques d'agir. Ben, je crois que Béré, il a eu aussi le mur de l'argent qui lui a un peu tombé dessus, quoi. Ben, pareil. Alors, Thierry Leluron, franchement, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais j'en ai un peu sur Coluche parce que c'est plus intéressant son histoire de Coluche. Le fameux camion qui lui barre volontairement la route sur la hauteur de Grasse, ça ressemble là aussi, ça ressemble à un guet-apens. On peut pas dire que
inopinément ce camion était là. Etc. Il y a eu des gens qui ont enquêté sur cette histoire. Mais pareil, à un moment, les témoins se dérobent, on veut pas creuser, on veut pas avoir trop de problèmes. Il était complètement dans le scope. C'est-à-dire que c'est sûr que, comme il s'appelle, que Coluche était surveillé de près, parce que d'abord, il y avait plein de monde qui gravitait autour de lui. Il avait une ambition politique, il les dérangeait, et c'est évident que à plusieurs émissions, on a vu d'ailleurs, il y a eu des enquêtes, on a vu son dossier DRG à Coluche. C'est évident qu'il avait un dossier qui devait être surveillé. Alors, du moment qu'il était, il voulait se mettre dans le personnel politique, je dirais de lui-même, il est allé se mettre dans l'intérêt des renseignements généraux de l'époque, puisque c'était exactement le type d'activité de personnes qu'on ciblait à l'époque. Pour moi aussi, ça m'a paru sa mort, je me souviens, j'étais jeune commissaire, j'étais en poste depuis un an, ça m'a paru aussi quand même très trouble, cette histoire d'accident, etc. Après la mort de Leluron, et puis après, effectivement, Balavoine pris dans les tempêtes du désert. Ça, écoutez, Balavoine, ça peut être un accident, mais moi je me souviens à quel point Balavoine, il avait contesté Mitterrand lors d'une émission. Les trois ont contesté Mitterrand. Ouais. Bah oui, tout à fait. Il y a toujours une structure, mais qui est occulte, qui est très cachée, qui doit agir pour le compte des présidents, quels qu'ils soient. Et sans doute aussi autour de Macron. Vous parlez des morts de suspects de 86. Moi, je dirais quand même, il y a une mort aussi, une mort récente qui m'interpelle, c'est celle du général Georgelin. Elle m'inquiète un peu, parce que ce monsieur qui était chargé de chapeauter les travaux de Notre-Dame, je pense pas qu'il ait beaucoup de vertige. Il n'avait pas la langue dans sa poche. C'est un des plus grands chantiers de France. J'ai vu aucune enquête sur sa mort. Ça me choque un peu, quoi. Moi, ça m'étonne. On a des journalistes qui n'arrêtent pas de nous occuper l'espace médiatique avec des affaires insignifiantes qui n'ont mais strictement aucun intérêt, si ce n'est de diviser les gens les uns les autres. Mais quand on a une vraie affaire, il n'y a plus personne. Moi, je dirais, je sais pas, mais je sais pas, cette mort tout seul en montagne, etc., ça me chagrine un peu, quoi. Voilà. Surtout que le personnage était un peu truculent et qui commençait à dire qu'il y avait peut-être des choses qui l'étonnaient sur le chantier. La signature, c'est quand les gens ils meurent de façon isolée et qu'on sort tout de suite des rumeurs, hein, qu'on sort tout de suite. Alors là, pour Georges Alain, on a tout d'un coup sorti, bah oui, il était homosexuel. Voilà, bon, il est homosexuel. Mais c'est sa vie privée, ça le regarde à lui, mais quand il a été nommé président du chantier, on nous a pas sorti ça. On nous a sorti que c'était un général valeureux, décoré, etc. Alors dès qu'on vous sort une rumeur, eh ben moi, pour moi, c'est un peu clignotant. Vous voyez, dès qu'on vous sort une rumeur, ça veut dire que on veut masquer sans doute la véritable raison de l'élimination, du décès. Pour moi, bon, j'en sais rien, hein, peut-être qu'effectivement, il a glissé malencontreusement dans un ravin, mais un type qui va se percher sur les échafaudages de Notre-Dame, qui n'a pas peur, et qui glisse comme ça, pendu d'une montagne tout seul, moi, je sais pas. C'est bon, suspect. Il y a la chose, c'est suspect. C'est suspect, et je regrette qu'il n'y ait pas du tout de journalistes plus curieux que ça, quoi. Voilà. Depuis Sarko, on a des hommes de pouvoir, mais qui n'ont aucune autorité. Ils n'ont pas de charisme. Je dirais même, ils sont affligeants. Ils sont affligeants parce que tellement ils doivent en rajouter. Ils doivent en rajouter pour dire qu'ils ont du pouvoir. Alors, que ça soit Sarkozy dans ces débats maintenant qui sont plus judiciaires que politiques, hein, et puis Macron qui nous fait régulièrement des conférences clownesques. Quand on regarde les conférences de presse du général de Gaulle, ou même de Giscard, ou de Mitterrand, et qu'on voit le gars là qui s'est exprimé le dimanche soir et qui était avec je sais plus quel guignol là, les deux clowns là qui nous faisaient des trucs. Mais la politique française, elle est tombée dans le caniveau, quoi. Maintenant, quand je vois les manifestants qui sont en face, la police prêts
toujours à se castagner, à faire la bagarre. Moi, quelque part, c'est aussi un peu un échec de l'ordre public, parce que l'ordre public, c'est ne recourir à la force qu'en dernière limite, en dernière extrémité. Maintenant, je dirais que l'usage de la force, il est devenu trop systématique, parce que on a plus ce service de renseignement qui faisait un peu tampon. On nous dit, ah bah oui, un grand progrès. Ben, le grand progrès, à mon sens, c'est qu'on laisse libre cours aux réseaux internationaux de trafic en tout genre. Voilà. En tout cas, merci Bon, beaucoup, voilà. cher monsieur le commissaire. J'espère voir votre livre très vite. Et Oui, évidemment, je vous réinterviewerai pour votre livre. Ça, c'est merci, évident. merci beaucoup.